Du coup, bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce 7e webinaire organisé par Notre Affaire à tous. Donc aujourd'hui, on va parler du thème de droit à la santé, droits fondamentaux et changement climatique. Pour parler de tout ça, on sera avec Roxane Chaplin, qui est la coordinatrice du groupe éducation-sensibilisation chez Notre Affaire à tous, avec également Marine Denis, qui est juriste et porte-parole de Notre Affaire à tous, et avec Gwenaëlle Bourges, qui est directrice de recherche INRAE et directrice adjointe de l'UMR épidémiologie des maladies animales et zoonotiques à Clermont-Ferrand. Donc on a vu dans l'épidémie du Covid-19 nous a rappelé et confirmé l'impact des activités humaines sur l'environnement, sur le climat et les répercussions que celles-ci ont engendrées pour la santé humaine. Donc on va discuter de tout ça aujourd'hui et de ces interactions entre santé et environnement. Donc d'abord, on va donner la parole à Gwenaëlle Bourges qui apportera d'abord un regard scientifique en parlant notamment des liens entre maladies infectieuses, causes animales et environnement, et de l'accélération de ces maladies par les activités humaines, par la mondialisation, par les mouvements de population aussi. Et ensuite, Roxane Chaplin et Marine Denis, elles apporteront plutôt une expertise juridique en abordant le sujet de la prise en compte des facteurs environnementaux par le droit de la santé, et en montrant également certaines des limites en ce moment du droit de la prise en compte de l'environnement par le droit à la santé, et en discutant aussi de l'émergence d'instruments juridiques de protection de la santé liés aux effets du changement climatique. Donc je les laisserai bien sûr développer beaucoup plus. Sur le déroulement plutôt du webinaire, les intervenantes vont parler pendant un peu moins d'1 heure, il me semble, et ensuite elles répondront à vos questions. Tout au long du webinaire, pendant qu'elles parleront, vous pouvez poser vos questions. Pour celles et ceux qui sont sur Zoom, faites-le dans le chat du Zoom, et celles et ceux qui nous ont rejoints sur Facebook, n'hésitez pas à le faire en commentaire du live, et on regardera un peu toutes vos questions et on les posera aux intervenantes. Donc, je laisse la parole maintenant à Gwenaëlle, qui va parler plutôt de l'aspect scientifique dans un premier temps. Merci à toutes et tous et bon webinaire. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation à parler à ce webinaire de Notre Affaire à tous. Donc ma présentation va être un petit peu de côté par rapport aux questions juridiques, mais va pouvoir vous donner peut-être des connaissances, des informations sur le lien entre les maladies infectieuses, c'est-à-dire des maladies qui sont dues à des bactéries, des virus, des parasites, on le prend au sens large, d'origine animale, et l'environnement. Donc moi, je travaille dans une unité INRAE VetAgroSup qui se trouve à Clermont-Ferrand et sur le site de Lyon également. Alors, comme l'a bien dit Clotilde, finalement, l'émergence du Covid-19 nous interpelle sur ce lien avec l'environnement. Juste pour commencer, je voulais vous rappeler quand même les principales causes de décès dans le monde. Si on prend tous les pays, les causes infectieuses qui sont indiquées ici en rouge sont les 4e causes de décès. Mais si on prend les pays à faible revenu, ces causes infectieuses arrivent en premier. Donc finalement, cette épidémie aussi nous rappelle l'importance de ces maladies-là. Et on voit en ligne de mire, dont je ne vais pas forcément trop parler ici, mais on voit aussi l'augmentation des décès liés à des résistances aux antibiotiques qui vont être un problème vraiment croissant dans les prochaines décennies. Donc vous avez en tête des noms de maladies qui ont émergé dans les dernières années, comme le virus Ebola avec des épidémies en Afrique de l'Ouest en 2014, les influenza, dont l'influenza A 2009, le H1N1, qui a été une pandémie. Les pandémies ici sont en gras. Et évidemment, les virus coronavirus avec le SARS-1 en 2002, le MERS, dont le réservoir sont les dromadaires en 2012, et actuellement, d'ailleurs, excusez-moi, je n'ai pas réactualisé les chiffres, et c'est vrai que ça va vite, le Covid-19, avec plus de 300 000 morts actuellement dans le monde. Donc, en fait, une des questions, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une augmentation en fait, de ces maladies? Parce que jusqu'au XXe siècle, avec l'avènement des
des vaccins, des antibiotiques, on se disait que finalement, on allait réussir à contrôler les maladies infectieuses et qu'elles étaient juste une question de mise en œuvre de ces politiques relatives à l'hygiène, de la mise au point de vaccins et d'antibiotiques pour combattre ces maladies. Mais au milieu des années 80, comme on vous l'a montré, il y a un certain nombre de maladies qui ont émergé et la résistance aux antibiotiques qui ont mis à mal cette pensée et est sortie la notion de maladie émergente. Donc maintenant, on se demande, est-ce que finalement, il y a une augmentation du nombre de ces maladies? Ce dont on s'aperçoit ici avec un travail de Serge Morand et ses collaborateurs, c'est que le nombre d'épidémies a tendance à augmenter dans le monde. Donc le nombre d'épidémies de maladies infectieuses, et ce, en particulier depuis les années 70. Voilà. Donc on se pose la question de savoir quels sont les déterminants, pourquoi ces maladies augmentent. Donc si on regarde le nombre de les maladies infectieuses, donc qui sont dues à des bactéries, des virus ou des parasites, globalement, environ 60% d'entre elles sont d'origine animale. Donc c'est ce qu'on appelle des maladies zoonotiques. Et si on regarde les maladies émergentes infectieuses, donc soit qui sont nouvelles, soit dont le nombre a augmenté de façon importante dans les dernières années, ou alors la répartition de cette maladie a augmenté, ce qu'on appelle des maladies émergentes d'origine zoonotique. Là, on en a, pardon, les maladies infectieuses émergentes, il y en a 75% qui sont d'origine zoonotique. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse particulièrement à ces maladies qui prennent leur origine chez l'animal. Ici, donc, il y a plusieurs façons de présenter ça, il y a plusieurs cartes. Ici, je vous présente une carte qui essaye de comprendre quels sont les déterminants et la localisation des principales émergences de ces maladies d'origine zoonotique. Donc, on voit l'importance de changements d'utilisation des terres, notamment en Amérique latine et un peu en Europe, et des intrusions dans les forêts, également des guerres et de l'industrie, des changements dans l'industrie alimentaire, ça qui favorise l'émergence avec l'élevage, qui favorise l'émergence de résistance aux antibiotiques. Donc, je voulais aussi noter, quand on parle de risque relatif à une maladie, en fait, si on veut prendre sa définition du point de vue épidémiologique, c'est la combinaison entre ce qu'on appelle en anglais hazard, en français, bon, il y a une traduction qui est danger ou menace, c'est-à-dire les bactéries, les virus qui sont là, auxquels on peut être exposé. Donc l'autre valence, c'est l'exposition ici. Et la troisième valence qui va expliquer le risque, c'est la vulnérabilité des populations qui sont exposées au risque. Et donc la combinaison de ces trois déterminants vont donner un risque que l'on peut après, que l'on essaye de mesurer. Donc pour comprendre en fait ce risque d'émergence, il faut comprendre quel est le processus d'émergence de ces agents pathogènes qui sont zoonotiques. Il y a plusieurs étapes. Le premier point à savoir, c'est que les bactéries et les virus sont présents chez les animaux, chez les plantes, dans l'environnement, et font partie finalement de la biodiversité. Si on regarde à l'échelle mondiale, on s'aperçoit que les zones où il y a le plus de diversité de ces agents pathogènes ou de ces virus sont dans les zones tropicales. Et finalement, c'est aussi dans les zones où il y a à la fois plus de plantes, plus d'animaux vertébrés, mais il y a aussi plus d'agents pathogènes. Donc ici, on voit cette courbe-là. Et du coup, c'est les endroits où il y a une plus grande diversité d'agents pathogènes sont liés où il y a le plus de diversité d'espèces hôtes et du coup de nombre de maladies. Et en fait, c'est cette source, cette diversité qui est importante pour le fonctionnement des écosystèmes et qui est naturelle, qui est régulée dans cette biodiversité, elle est très importante et on n'en connaît qu'une infime partie. Il y a des projets de recherche qui ont cherché à répertorier l'ensemble des virus présents, ou alors une partie des virus présents, parce qu'on ne peut pas les répertorier l'ensemble, mais ils ont des estimations, du coup ils sortent des estimations à par exemple 1,7 million de virus inconnus chez les mammifères et les oiseaux. Donc ce n'est pas une question de savoir s'il existe des virus, il en existe, ils font partie de la biodiversité.
Voilà, mais la deuxième étape qui explique l'émergence d'agents pathogènes zoonotiques, c'est surtout la rencontre entre donc, ce qu'on a appelé ce danger-là et les hommes. Et cette rencontre, via les animaux, va donner des occasions au virus de passer à l'homme, et ce qu'on appelle en anglais spillover. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui vont favoriser ce passage-là. Il y a des facteurs qui sont liés aux animaux et aux agents pathogènes. Par exemple, la distance phylogénétique qui existe entre les animaux vertébrés et l'homme. On peut facilement comprendre que plus un agent pathogène qui est présent chez les primates, pour lui, il sera plus facilement adapté au passage à l'homme qu'un agent pathogène qui est présent dans un animal qui est plus loin phylogénétiquement. Donc ça, c'est en moyenne. Et ensuite, certaines propriétés d'agents pathogènes, en particulier, on a montré que les virus à ARN qui se multiplient dans le corps de la cellule, ce qu'on appelle le cytoplasme, ont plus de facilité à aller dans plusieurs espèces d'animaux, puisqu'en fait, ils n'ont pas à rentrer dans le noyau. C'est par rapport aux virus qui ont à rentrer dans le noyau, parce que ça leur fait une barrière en plus. Donc les virus doivent rentrer dans la cellule et ensuite rentrer dans le noyau. Ça fait une barrière en plus à passer. Et donc ceux qui n'ont pas cette deuxième barrière à passer peuvent plus facilement aller chez plusieurs espèces. Il y a aussi ce qui explique ce passage, évidemment, ce qui est important et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est les contacts animaux-hommes. Donc on va voir des éléments sur la domestication et l'élevage, la perturbation de la biodiversité des habitats, et consommation, commerce de faune sauvage. Et enfin, le volet dont je vous ai parlé en dernier sur la vulnérabilité des populations, mais là, je ne vais pas forcément trop développer cette partie. Donc, ce qui est intéressant à voir sur la domestication, c'est qu'en fait, l'homme est rentré en contact avec des agents pathogènes issus de l'animal dès qu'il a été en contact avec les animaux en tant que chasseur-cueilleur, mais ça s'est vraiment intensifié avec l'élevage il y a 10 000 ans. Si on regarde la proportion de poids que représentent les animaux ou les hommes ou les animaux sauvages il y a 10 000 ans, les humains représentaient 1% et les animaux sauvages 99%. Et à l'heure actuelle, les animaux sauvages 1%, 32% les humains et 60% les animaux domestiques, les animaux de production. Donc on voit vraiment que l'équilibre a complètement changé. Et si on regarde ici, encore des travaux de Serge Morand, si on regarde ici, en fait, la relation entre le nombre de maladies infectieuses partagées avec l'homme, ici, et le nombre d'années de domestication, on s'aperçoit que plus un animal a été domestiqué il y a longtemps, plus il partage de maladies infectieuses avec l'homme. Ça montre bien une histoire de coévolution entre les êtres humains et les animaux domestiques, et du coup qui rendent des facilités de passage des agents pathogènes de l'un à l'autre. Pour ce qui est de l'élevage, en fait, l'élevage va avoir un rôle assez différent suivant vraiment son fonctionnement, sa structure et son organisation. Dans les élevages industriels, ce qui se passe, c'est que la concentration des animaux est vraiment très élevée et en général, dans les populations, il y a une très forte perte de biodiversité, de diversité génétique intra-espèce, ce qui rend un virus, une fois qu'il est introduit dans un élevage, il peut facilement se propager au sein de l'élevage, puisqu'il y a des animaux qui sont à la fois concentrés, qui sont environ, qui représentent à peu près la même chose, vu qu'ils sont peu divers du point de vue génétique. Et comme ils sont dans des conditions stressantes et très proches, en fait, ils ont souvent une baisse d'immunité. Ce qui fait que pour protéger ces élevages, on a mis des mesures de biosécurité très importantes, qui fonctionnent d'ailleurs en général relativement bien, mais lorsqu'il y a une introduction d'un virus ou d'une bactérie, il peut se propager s'il est adapté à l'espèce de façon très importante. Également, évidemment, l'élevage va favoriser la diffusion des agents pathogènes par les transports et les échanges. Si on regarde depuis les années 60, en fait, il y a une augmentation énorme des échanges d'animaux et de produits animaux. Et enfin, indirectement, l'élevage va avoir un impact sur l'environnement par l'alimentation, puisque une grande partie de l'empreinte
de la forêt, qui a été par exemple ici calculée, elle est reliée à l'alimentation animale, pardon, de déforestation, l'empreinte de déforestation. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui se passe du côté de la biodiversité, donc je vous avais montré ici en haut que globalement, là où il y a plus de biodiversité, il y a plus d'agents pathogènes, il y a plus de maladies infectieuses, de façon globale. Mais en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a une érosion de la biodiversité. Ici, on prend l'exemple de l'Asie du Sud-Est, où ils ont regardé en fait le nombre d'épidémies. Là, il y a écrit résidus, c'est parce qu'en ayant tenu compte des autres facteurs potentiellement explicatifs, par rapport, ici, l'indicateur, c'est le nombre de mammifères et d'oiseaux en danger. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que ce nombre d'épidémies est lié à cet indicateur d'érosion de la biodiversité. Alors, pourquoi on pourrait expliquer ça? Donc, de plusieurs manières. Il y a une des notions qui a été mise en avant depuis les années 2000, qui a été beaucoup discutée parce que voilà, elle dépend également pas mal du contexte, mais c'est la notion de régulation de la biodiversité vis-à-vis des maladies infectieuses et en particulier de ce qu'on appelle l'effet dilution. C'est l'idée qu'en fait, quand on a un écosystème biodivers, en fait, on a différentes espèces d'hôtes. Ici, on prend l'exemple de la maladie de Lyme qui est transmise par une tique, ici, qui est une bactérie qui est transmise par une tique et qui s'infecte quand elle se nourrit sur les animaux. Et donc, on s'aperçoit assez facilement que quand il y a beaucoup d'espèces animales, la tique, elle va se nourrir ici sur une souris à pattes blanches, ici sur un opossum, sur un écureuil. Et finalement, ces animaux ne sont pas aussi efficaces pour transmettre les bactéries qui rendent malades. La souris à pattes blanches est très efficace, mais l'opossum n'est pas très efficace vis-à-vis de la maladie parce qu'en fait, là, ce qui est indiqué Groom, c'est qu'il se nettoie et donc il tue un certain nombre de tiques. De plus, dans un milieu où il y a plusieurs étages de l'écosystème avec des fonctions différentes, on a aussi des systèmes de prédation, comme ici le renard, qui va se nourrir en particulier de petits rongeurs et donc qui vont limiter ces réservoirs ici qui sont assez efficaces pour transmettre la maladie de Lyme. Et quand on a une érosion de la biodiversité, par exemple ici l'exemple aux États-Unis, c'est que quand on enlève les prédateurs pour différentes raisons, et ben, cette espèce-là a tendance à proliférer de façon plus importante et du coup, les tiques ont plus de chances, d'opportunités de se nourrir sur une espèce qui est efficace. De même, dans les forêts fragmentées, l'espèce qui résiste le plus et qui est plus abondante est encore cette souris. Et du coup, on voit que c'est la souris qui est le plus efficace pour transmettre la bactérie qui peut avoir tendance à résister le mieux. Et donc, on voit que l'effet de dilution, il semble être robuste quand il y a des pertes de biodiversité. Un autre mécanisme qui relie les changements environnementaux à l'émergence de maladies, c'est le changement d'utilisation des terres. Et une illustration qui est assez parlante, c'est l'émergence du virus Nipah en Malaisie dans la fin des années 90, où en fait en Malaisie, il y a une forte déforestation pour mettre des plantations de palmiers à huile. Les chauves-souris qui étaient dans ces forêts, elles se sont adaptées et ont utilisé les ressources qui étaient à l'extérieur des forêts, et notamment les palmiers à huile. En se nourrissant sur ces palmiers, elles se sont rapprochées des habitations et des élevages de porcs ici, qui, eux, se nourrissaient aussi de fruits voilà, qui étaient près des arbres fruitiers. Et du coup, les souris qui avaient ce virus en elles, qui ne les dérangeait pas spécialement, en fait, ont dispersé ce virus près des élevages de porcs qui, de ce fait, ont pu infecter l'homme. Et ça a fait une émergence de cette maladie en Malaisie et ailleurs. Enfin, l'autre facteur qui peut expliquer l'émergence de maladies en lien avec l'environnement, c'est la consommation et le commerce de faune sauvage. Évidemment, vous avez énormément entendu parler des marchés avec de la faune sauvage vivante en Chine. Et c'est vrai que c'est des occasions où on met
dans un même endroit, on rapproche artificiellement des espèces qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble dans des conditions en général stressantes et des densités plus élevées que normales. Et donc, on favorise ces passages d'agents pathogènes entre espèces. Il y a aussi le questionnement sur la viande de brousse, mais qui, jusqu'à présent, n'a pas été non plus démontré de façon complètement déterminante du moment que c'est dans l'émergence de maladies. Voilà, elle a été mise en cause dans l'émergence du virus Ebola, mais en fait, du moment que c'est pratiqué pour la subsistance des populations, les pratiques font que ce n'est pas non plus des pratiques qui sont démultipliées de façon énorme. Évidemment, se pose la question du commerce légal et illégal de la faune sauvage. Ici, je vous ai représenté un article qui, c'est un peu compliqué cette figure à montrer, mais en fait, ici, vous avez jusque-là, c'est la détermination des différentes espèces. Donc, je vous ai montré une illustration pour les mammifères. Ensuite, on descend aux primates, etc. Et on a les espèces de macaques. Ici, vous voyez où c'est l'épaisseur du trait est le plus important. Et ici, vous avez cette colonne-là, elle est le pays exportateur et ici, le pays importateur. Donc, vous voyez sur le commerce d'animaux légaux, le plus gros exportateur sont les Chinois et le plus gros importateur sont les États-Unis pour les macaques, par exemple. Et en total, sur 4 années, il y avait plus de 11 millions d'individus animaux sur 1300 espèces qui furent exportées à près de 190 pays. Donc en fait, c'est quand même une masse d'échanges qui est important, qui sont pour grande partie issus d'élevage, et pour grande partie aussi, ça concerne voilà, les reptiles, les oiseaux, etc. Mais ça fait des échanges qui sont importants et adossés à ça aussi des agents pathogènes qui, évidemment, sont transportés avec eux. Pour ce qui est du trafic illégal, évidemment, c'est plus compliqué à mesurer. On estime environ à 500 millions d'animaux par an qui subissent le trafic illégal, avec près de 14 milliards de dollars impliqués par an. Donc, c'est vraiment un trafic qui est très, très important au niveau mondial. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de maladies. Par exemple, vous pouvez penser à la rage, qui finalement se transmet de l'animal à l'homme, et ensuite, ça s'arrête là. Donc ça, c'est des zoonoses où il a toujours besoin d'une source animale. Et un certain nombre d'autres maladies, elles sont d'origine zoonotique, ça typiquement comme le Covid, mais ensuite, l'agent pathogène s'est adapté à la transmission interhumaine. Il y a une transmission et une amplification au sein de l'espèce humaine qui favorise sa diffusion. Et ça, c'est voilà, typiquement l'exemple du Covid. Alors, cette adaptation et cette capacité de se transmettre à l'intérieur des populations dépend de plusieurs facteurs, de l'agent pathogène, virus, bactéries, parasites, etc. Donc ça va dépendre de quelle dose infectieuse est nécessaire pour infecter un homme entre eux, du fait s'il y a une transmission ou pas avant les symptômes, parce que s'il y a une transmission avant les symptômes, quand on ne se rend pas compte qu'on va transmettre un agent pathogène, on n'est pas malade tout de suite, bah, il va plus facilement se transmettre. On peut aussi avoir l'exemple en tête du virus du sida. Et de l'évasion immunitaire, le fait que l'agent pathogène arrive à chanter les défenses immunitaires de l'homme. Là encore, il y a l'exemple du sida. Ensuite, au niveau des populations humaines, bien sûr, il y a les questions de promiscuité. Plus les populations sont denses, plus la transmission va être facilitée, et de réponse avec la capacité sanitaire. Enfin, il peut y avoir une transmission interhumaine, voilà, qui se propage localement sans plus. Mais là, avec l'organisation de notre monde actuel, ça favorise la dispersion globale de façon très, très rapide. Évidemment, il y a eu des épidémies par le passé qui se dispersaient aussi, mais là, ce qui est marquant, c'est vraiment la rapidité. Ici, je vous ai encore montré une figure de Serge Morand, notre collègue donc, qui travaille vraiment bien sur le sujet, où on a un graphe où on recherche, où on a indiqué ici la modularité, c'est-à-dire la façon dont le graphe est organisé. S'il est proche de 1 comme ici, ça veut dire que c'est structuré en communauté, ces dispersions d'épidémies.
ça veut dire que en fait, une épidémie reste un peu regroupée localement. Et si elle tend à aller vers 0 ici, ça veut dire que c'est structuré au hasard, donc c'est assez global. Et ici, on voit que la courbe, il a indiqué qu'elle commençait à s'infléchir dans les années 60, où on observe une globalisation en fait, des épidémies à partir de cette date. Voilà, alors quelques éléments de conclusion. Donc, dans les maladies émergentes, donc qui sont nouvelles, qui augmentent, voilà, qui ont des caractéristiques nouvelles, infectieuses d'origine bactérie, virus, etc., il y en a 75% chez l'homme qui sont d'origine animale. Les pressions anthropiques sur l'environnement, elles intensifient ces interfaces faune sauvage-homme, et donc ça favorise le passage des maladies infectieuses de l'animal à l'homme. Et la propagation de ces maladies, elle est accélérée par la mondialisation. Alors maintenant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? On se pose un peu tous ces questions. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a déjà agir sur les contacts directs et fréquents avec la faune sauvage, donc les différents éléments dont je vous ai parlé, et réfléchir, j'imagine que ça va bien vous parler, sur les notions d'interdiction, de régulation, d'accompagnement, parce qu'évidemment, on peut aussi interdire radicalement des choses, et qu'est-ce qui va se passer? Il va se mettre en place des systèmes illégaux qui seront encore moins sécurisés et encore plus difficiles à contrôler finalement. Donc, il faut vraiment avoir ces trois panels en tête. De notre côté, en épidémiologie, santé publique, etc., on cherche à améliorer nos réponses, la détection des émergences et améliorer cette réponse avec la surveillance des signaux faibles, les alertes précoces, l'importance d'avoir des réponses concertées et la coopération au niveau international. Et ce qui est important aussi, à mon sens, c'est aussi changer notre modèle de développement parce qu'on voit bien aussi notre impact importé à différents niveaux pour réduire notre empreinte environnementale et puis co-construire des systèmes sociaux qui sont résilients face aux crises sanitaires et environnementales. Et je vous remercie pour votre attention et puis je répondrai avec plaisir à vos questions. Hop. Merci beaucoup pour ton intervention. Du coup, je passe la main à Marine. Oui, voilà pour le diaporama. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est plus en haut. Voilà, c'est bon. Check. Excusez-moi, mais j'arrive plus trop à faire ça. Alors, il faut passer sur le nom de Marine. Ouais, c'est ce que je fais, mais il y a plus... Il y a plus de 3 petits points. C'est ma faute, pardon. Non, c'est à moi de le faire, je pense. Ça marche. Oui, tu es de l'animateur, là. Hop là, c'est bon. Oui, donc avec Marine, on va essayer de vous faire une présentation juridique, du coup, des interactions entre la santé et l'environnement et surtout des impacts, en fait, du changement climatique sur nos droits fondamentaux. Donc tout d'abord, on peut définir la santé, c'est une définition qui est universelle, qui a été définie par l'OMS comme étant un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc on voit bien dans cette définition vraiment une perspective assez large et très générale de ce qu'est la santé. Et il faut aussi rappeler que du coup, l'OMS déclare que la santé est un droit fondamental de tout être humain. À partir de là, donc, il faut s'intéresser aux politiques publiques justement qui visent à protéger ce droit. Et donc, tout d'abord, moi, je vais m'intéresser surtout à évoquer en fait la prise en compte des facteurs environnementaux par le droit de la santé, avant en fait d'étudier véritablement l'impact du changement climatique sur le droit à la santé. Il faut montrer comment en fait se sont construits le droit de la santé et le droit de l'environnement.
on constate qu'au départ, en fait, la première prise en compte des impacts environnementaux sur notre santé, en droit en tout cas, a été faite par le courant, enfin une approche hygiéniste en fait à la fin du 19e siècle. Et ce courant hygiéniste a donné lieu au principe en fait, de l'ordre public qu'on connaît en droit administratif, c'est-à-dire le maire a l'objectif et la responsabilité de garantir l'ordre public. Et dans cet ordre public, il y a l'idée de salubrité publique. Donc là, c'est la première prise en compte juridique en fait, de ces liens entre la dégradation de l'environnement. Donc à l'époque, c'était plutôt dans les villes, par exemple la présence de déchets dans les villes ou la nécessité de garantir de l'eau de qualité. Donc il a donné lieu à ce principe-là. Mais ensuite, on constate qu'au fur et à mesure, le droit de la santé s'est transformé en un droit plutôt curatif et non préventif. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, en fait, avec l'avènement du système de protection sociale que l'on connaît actuellement, le droit à la santé, en fait, devient un droit à la protection de la santé. Et c'est à partir de ce moment-là où le droit de l'environnement et le droit de la santé vont se construire plutôt en parallèle et sans interaction. Et donc, la protection de la santé est érigée à valeur constitutionnelle avec le préambule de la Constitution. Et ensuite, de notre côté, on a le droit de l'environnement qui va émerger notamment à partir des années 70 avec la création d'un ministère dédié à l'environnement, d'un code de l'environnement. Puis d'un autre côté, on a aussi le code de la santé publique et un ministère de la santé publique. Et en réalité, c'est qu'à partir des catastrophes industrielles et du mouvement justement de mondialisation qu'a décrit Gwenaëlle tout à l'heure, que va être réactiver, mais cette fois à l'échelle internationale, le concept de santé environnementale. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer donc de prendre en compte les impacts environnementaux sur notre santé et au niveau international, avec donc la définition de ce qu'est la santé environnementale par la déclaration finale de la conférence d'Helsinki en 1994. Donc la santé environnementale, je crois que vous pouvez le voir sur le diaporama. Il s'agit, vous voyez, on voit le diaporama? Je vois. Non, ça n'a pas marché. Je ne sais pas si Marine nous entend. Oui, je vous entends. Normalement, j'ai partagé l'écran. Ah. Ah, bon. Alors, je réessaye. Ah, ouais, c'est bon. Là, c'est bon? Oui, parfait, oui. Merci. Bon, désolée pour... Donc, oui, voilà, j'en suis à définition de la santé environnementale. Voilà. C'est bon, Roxane? Nickel. Parfait. Du coup, vous pouvez voir ici la définition de la santé environnementale en 1994. Donc, on voit bien encore une fois une définition assez large. Donc, qui prend en compte l'impact, tous les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, et qui ne concerne pas seulement donc, ces facteurs-là, mais aussi donc, une vision globale avec la prise en compte des politiques publiques. Et notamment donc la volonté aussi de prendre en compte les facteurs environnementaux qui sont susceptibles d'affecter la santé des générations actuelles et futures. Donc ça, c'est voilà, une définition assez importante. Et donc ce concept de santé environnementale va aussi ensuite être utilisé, être mobilisé en interne, en droit national, puisque notre constitution, donc depuis 2005, en fait, une charte de l'environnement qui est adossée. Et dans cette charte de l'environnement, on retrouve en fait cette idée de santé environnementale dans l'article 1er, puisque cet article énonce le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de sa santé. Donc ce principe a valeur constitutionnelle. Et puis on pourrait aussi évoquer la décision du 31 janvier 2020 du Conseil constitutionnel qui justement refait ce lien entre santé et environnement. Donc c'était au sujet des lois qui visaient à exporter des produits phytopharmaceutiques. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel considère que les objectifs de valeur constitutionnelle que sont la protection de la santé et de l'environnement justifient en fait l'atteinte à la liberté d'entreprendre dans ce contexte-là. Le lien aussi entre atteinte à l'environnement et santé peut être
a été évoqué aussi dans les contentieux liés à l'amiante et aux algues vertes, avant même d'ailleurs la constitutionnalisation du principe de santé environnementale. Et ensuite, plus récemment, du coup, on a vu aussi des réformes législatives qui visent justement à prendre en compte le lien entre environnement et santé. Notamment en 2004, une loi a créé un plan national de prévention des risques pour la santé liée à l'environnement. Donc, pour la première fois, on vise vraiment, grâce à ce plan, à planifier en fait les impacts de la dégradation de l'environnement sur notre santé. Ensuite, c'est la création du concept d'Exposom, qui est un concept scientifique à la base en 2016 et qui permet de prendre en compte en fait toutes les expositions donc auxquelles l'homme est exposé, qui peuvent influencer la santé humaine. Et ce concept d'ailleurs est intéressant en contentieux parce qu'il permet de faciliter le lien, l'établissement du lien de causalité donc quand on est face à des contentieux en responsabilité. Et le problème, c'est que cette santé environnementale aujourd'hui n'est pas suffisamment intégrée en fait, dans les politiques publiques sanitaires. On constate que la stratégie nationale, par exemple, de santé de 2018 à 2022 évoque très peu les enjeux environnementaux et climatiques. Le terme climat, par exemple, n'y apparaît que 2 fois. Les conséquences sanitaires de la pollution atmosphérique sont très peu présentes. Donc en fait, on est toujours dans ce schéma où on va avoir des politiques environnementales d'un côté et puis des politiques sanitaires de l'autre. D'ailleurs, le plan que j'ai évoqué, qui a été élaboré en 2004, le plan national santé et environnement, a fait l'objet de nombreuses critiques puisqu'il y a peu de moyens financiers et humains qui sont déployés pour mettre en œuvre ce plan et que donc ça conduit à une action qui est très relative concrètement en fait au niveau national. Ensuite, on peut remarquer aussi que récemment, la ministre de la Santé a supprimé le groupe de travail fin 2019, santé et biodiversité du ministère, donc ce qui peut être assez risible vu la période actuelle en fait, qu'on vient de vivre, où on voit vraiment qu'il y a un lien direct entre santé et biodiversité. Et encore plus récemment, le Ségur de la santé, qui a été annoncé donc, par le gouvernement, se focalise encore une fois sur notre système de santé curatif, vise à intervenir en aval et pas en amont. Et le Ségur de la santé évoque très peu aussi ce concept de santé environnementale. Et donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'enjeu qui est le changement climatique doit véritablement être intégré dans cette prise en compte des impacts environnementaux sur la santé. Donc, des outils juridiques doivent être amenés à être développés pour s'adapter à ce risque climatique et ce que le changement climatique peut avoir des conséquences sur nos droits fondamentaux. Donc là, c'est ce qu'on va étudier par la suite. Marine va évoquer en fait comment ce lien entre santé et environnement a été abordé au niveau international et comment il peut être mis en œuvre par rapport notamment à l'enjeu du XXIe siècle et le changement climatique. Donc, je laisse la parole à Marine. Merci beaucoup Roxane pour ces premiers propos. Donc moi, je vais intervenir plus sur la question de l'évolution du droit de la santé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et également sur le rôle qu'a pu jouer l'OMS en se saisissant ou pas de la question du changement climatique dans ses travaux et dans ses prises de position dans différentes arènes de gouvernance à l'international. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le droit sanitaire international qui régit les rapports entre les États précède le droit à la santé internationale de la santé. Donc, on a d'abord le droit sanitaire international, puis le droit de la santé, qui va être du coup incarné par l'OMS. Et donc, la coopération internationale en matière de santé a évolué depuis les années 30 en se focalisant post-Seconde Guerre mondiale sur la question des épidémies. Donc, historiquement, le droit de la santé ou le droit à la santé
est un droit très fort dans le champ de la soft law et dans le champ du droit international, puisqu'il apparaît dès la déclaration des droits universels des droits de l'homme en 1948, donc avec cette mention que vous voyez donc sur la slide du PowerPoint, toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé. Quelques années plus tard, c'est le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui reconnaît un droit de la personne à la santé. Et c'est un droit qui est de nouveau réaffirmé par l'Assemblée mondiale de la santé comme un droit fondamental de l'être humain en 1970. Donc, aujourd'hui, on trouve comme acteur qui est en charge, entre guillemets, d'incarner, de représenter et de faire vivre ce droit de la santé, c'est celui de l'OMS. Donc, la création de l'OMS, qui est une institution spécialisée des Nations Unies, qui est née dans un contexte post-Seconde Guerre mondiale, a pour but d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. Et donc, l'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, mental, social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Les compétences qui sont attribuées à l'OMS ont évidemment évolué depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et les compétences sont très larges et très transverses. Donc, l'OMS n'est pas uniquement chargée de se positionner ou d'œuvrer pour le droit à la santé en tant que tel, mais elle a également des compétences dans la lutte contre la malnutrition, l'approvisionnement en eau potable, le développement, la promotion de l'hygiène et puis plus récemment la protection de l'environnement. Donc, pourquoi est-ce que le droit international à la santé et l'OMS se sont si tardivement emparés de la question climatique? Selon plusieurs juristes, le droit international de la santé tel qu'il est promu et qu'il est diffusé par l'OMS aujourd'hui peut être envisagé ou se doit d'être envisagé sous un prisme assez large qui est celui du développement. Donc, le droit international du développement qui est également promu par des agences onusiennes telles que le PNUD ou le PNUE. Donc, le Programme des Nations Unies pour le développement et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Donc, l'OMS est à la fois un acteur représentatif d'un maillage d'organisations internationales diverses et le droit international de la santé est finalement une forme de catégorie empruntée et elle-même influencée par d'autres courants du droit. Donc, ce n'est pas un domaine juridique propre en tant que tel et on observe une certaine hétérogénéité dans la façon avec laquelle l'OMS va pouvoir va faire vivre ses compétences. Alors, concernant la question des épidémies, plus spécifiquement, l'OMS a commencé à se focaliser sur cette question-là dans les années 80 en intégrant donc, la question de la protection de l'environnement et le spectre environnemental. La déclaration d'Alma-Ata pour les soins primaires en 1978, la charte d'Ottawa pour la promotion de la santé en 1986 sont des événements importants qui promeuvent une approche intégrée de la santé. C'est-à-dire qu'on, pour une fois, on essaie de décorréler santé et environnement et on essaie de rompre avec cette logique curative en intégrant aussi la question environnementale aux programmes de recherche, aux programmes d'action, aux programmes de plaidoyer qui vont être développés ensuite par l'organisation. Donc, le déploiement du paradigme du développement et puis celui de l'écologie, donc le développement dans les années 80 et le paradigme de l'écologie ou de l'environnementalisation des organisations internationales qui se développent dans les années 90 va permettre aussi d'initier la question de la santé à des thématiques un peu plus larges et un peu plus transverses. Mais il faut quand même rappeler que cette approche préventive, même si elle est poussée en interne par un certain nombre de fonctionnaires onusiens et de chercheurs qui rejoignent aussi l'OMS, ne va pas dépasser la logique curative qui fait partie du mandat primaire, entre guillemets, initial de l'OMS. Alors, là encore, ce qui est intéressant de regarder donc au sein de l'OMS, on est sur une structure institutionnalisée qui est aussi une structure politique qui répond donc à un agenda international sur lequel elle n'a pas toujours la main, mais qui se doit d'être, entre guillemets, au fait des enjeux qui vont être abordés dans les arènes de gouvernance internationale. Donc, il y a une question d'acclimatation de l'organisation internationale à cette question climatique. Comme je le disais, donc l'OMS s'est construite au début sur le prisme de la santé, puis qui a été ouvert à d'autres thématiques comme le développement et l'écologie. Dans les années 90, en parallèle de ça, la question climatique est traitée dans une arène assez fermée, qui est l'arène de la CNUC, donc la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et qui intègre à ce moment-là très peu les enjeux humains et politiques de façon générale. Donc on peut considérer que la CNUC est à ce moment-là une arène de gouvernance assez carbocentrée, donc focalisée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et qu'elle intègre assez peu les enjeux
humains qui peuvent être liés aux effets du changement climatique. Donc, c'est assez cohérent politiquement à cette période-là historique que dans les années 90, ce soit davantage l'OMS ou le PNUD ou le PNUE qui s'emparent de la question environnementale que la CNUC. Et à l'inverse, l'OMS va commencer à s'emparer de la question environnementale sans forcément s'emparer de la question climatique. Donc on a une espèce d'effet de parallélisme où on a des organisations internationales qui se dotent de connaissances sur la question environnementale sans pousser forcément jusqu'à la question climatique. Et à l'inverse, la CNUC qui s'empare dès le départ initialement de la question climatique, avec évidemment le protocole de Kyoto, et qui va traiter la question de la santé très très tardivement, et j'y reviendrai dans la seconde partie. Donc, il y a un travail de lobby interne qui va être mené par un certain nombre de techniciens, de fonctionnaires onusiens, mais aussi de chercheurs. Et c'est aussi intéressant d'observer comment l'OMS a été capable d'ouvrir ses antennes, son fonctionnement interne à des personnes qui venaient du monde de la recherche et qui se sont vues ici la possibilité d'arriver avec le sujet climatique à la table des négociations internes de l'OMS. Donc, c'est toujours important de rappeler que une organisation internationale, elle n'est pas une organisation figée, elle répond à un agenda qui est particulier, qui lui-même est dépendant évidemment des orientations politiques, mais aussi des orientations politiques propres à l'organisation, mais aussi des orientations politiques propres au contexte géopolitique plus large, hein, donc l'Assemblée générale des Nations unies par exemple, et elle dépend aussi également des financements. Donc les acteurs de terrain de l'OIM ont dû dépasser un certain cadrage biomédical qui était focalisé sur le secteur sanitaire pour s'ouvrir à de nouveaux domaines techniques et scientifiques et demander aussi davantage de moyens et de financement pour faire des recherches sur les effets du changement climatique sur la santé. Donc, on a un travail de sensibilisation qui a été mené en interne à l'OMS. En parallèle, un accroissement des sujets relatifs à l'environnement inscrit à l'agenda plus général des discussions des organisations internationales. Donc, c'est aussi le fait d'aborder la question climatique est finalement la résultante de l'évolution de ce sujet-là à l'agenda de l'OMS. Et donc, en 1999, on observe que l'OMS, donc lors de la conférence ministérielle de la santé, déclare que l'environnement est la clé d'une meilleure santé. Et donc, elle a également commencé à inscrire à son agenda et à ses rapports un certain nombre de mesures pour protéger la santé des effets de la détérioration de l'environnement et du changement climatique. Donc, c'est un rapport qui est sorti au début des années 2000, avec donc 10 mesures essentielles à prendre en compte par les professionnels de la santé et avec un début de lobby interne aussi, pour que l'OMS participe aux discussions lors des négociations climatiques ou participe à des side events en marge des négociations climatiques. Voilà, donc je reviendrai un petit peu plus tard sur le positionnement de l'OMS dans les négociations climatiques et quelle place occupe aujourd'hui la question de la santé dans les accords du régime climat. Pour conclure uniquement, un peu plus récemment, on a vu l'OMS commencer à prendre véritablement position sur la question du changement climatique et de ses impacts et de ses conséquences sur les déterminants socio-environnementaux de la santé. Donc, l'Organisation internationale de l'OMS a commencé à faire un travail de plaidoyer sur le coût que représenteraient les dommages directs pour la santé. Et donc, l'OMS évalue que ces coûts se situeraient entre 2 et 4 milliards de dollars par an d'ici 2030, sans prendre en compte les coûts sanitaires liés au secteur de l'eau et de l'assainissement. Donc, elle commence à faire état aussi du bilan du changement climatique pour la santé, que ce soit dans un secteur d'urgence, donc dans le présent, mais aussi par anticipation. Et donc, c'est intéressant de voir aussi comment l'OMS peut s'aligner sur le plaidoyer qui va être fait dans le milieu du régime climat en disant, voilà, un monde à plus de degrés, ça a telle et telle conséquence sur l'activité humaine, mais donc ça a telle et telle conséquence aussi sur la préservation et la protection de la santé. Donc, l'OMS s'incarne d'une certaine façon et rallie les autres organisations internationales sur la nécessité de lutter contre le changement climatique et de tout faire pour mettre en place des mesures nécessaires d'adaptation et d'atténuation. Donc l'OMS chiffre à 250 000 le nombre annuel de décès supplémentaires entre 2030 et 2050 dus à la malnutrition, au paludisme, à la diarrhée et au stress du fait des changements climatiques. Et elle reconnaît également que ces chiffres pourraient être sous-estimés. Par ailleurs, l'OMS développe aussi tout un plaidoyer sur la question de la pollution de l'air et elle estime que 3,7 millions de personnes meurent chaque année en raison de la pollution atmosphérique. Donc, on a un changement de stratégie, entre guillemets, et de positionnement sur la question climatique qui est très fort, qui va véritablement s'ancrer à partir de 2015, et j'y reviendrai
un petit peu plus tardivement. Mais on observe aussi un parallélisme qui est fait entre santé, environnement et climat, qui permet aussi de faire sauter les barrières entre des domaines et des disciplines qui habituellement ne cohabitent pas ou ne communiquent pas entre eux. Et la question de la pollution de l'air est vraiment très intéressante, on y reviendra aussi dans la seconde partie, puisqu'elle incarne assez bien les enjeux liés au changement climatique, donc la nécessité de réduire ces émissions de gaz à effet de serre et en même temps de traiter les questions de santé qui vont se poser évidemment pour les personnes qui vont contracter des maladies donc des cancers ou des maladies liées à l'asthme, donc liées à cette pollution de l'air, et puis en parallèle répondre aussi dans le droit à cet enjeu, enfin à ces enjeux, donc à la fois dans le droit de l'environnement, mais aussi dans le régime climat. Je m'arrête ici et je repasse la parole à Roxane pour la deuxième partie, donc sur l'émergence d'instruments juridiques de protection de la santé liés aux effets du changement climatique. Marine, est-ce que tu veux le A Oui, alors pardon, excusez-moi, en fait c'est ma partie, désolée. Je pensais que c'était celle de Roxane, toutes mes excuses. Donc c'était parfait, ça permet de faire le lien avec ce que je disais avant sur la mise à l'agenda de la question de la santé. Donc on observe un discours qui s'ouvre évidemment et qui est évidemment très lié aussi à tout le plaidoyer naissant, émergent sur la question de l'impact du changement climatique sur l'activité humaine et sur la jouissance de droits fondamentaux. Donc on observe une mise à l'agenda progressive des sujets environnementaux, des sujets climat, mais qui reste quand même très timide, hein. Donc la CNUC évoque rapidement cette question-là de la santé par des biais détournés. Donc, elle explique, donc dans l'article 1er de la CNUC, donc elle définit les effets néfastes des changements climatiques comme des effets qui entraîneraient des modifications qui exercent des effets nocifs significatifs sur la santé et le bien-être des hommes. Donc, le changement climatique est ici reconnu comme un facteur pouvant causer un dommage, un préjudice pour la santé et le bien-être des hommes. La seconde occurrence que l'on trouve dès 1992 dans la CNUC, dans le texte constitutif de la CNUC relatif à la santé, c'est donc l'article 4, paragraphe F, qui explique que les États parties doivent s'efforcer de limiter les effets préjudiciables sur la santé publique. Voilà, donc on pose déjà, entre guillemets, les jalons de la présence de la corrélation entre le changement climatique et la santé dans l'accord de Paris. Toutefois, cette lecture carbocentrée, comme je le disais, du régime climat a mis assez à mal des travaux complémentaires. Et donc, dans le protocole de Kyoto, on ne trouve quasiment plus aucune référence à la question de la santé. On commence à retrouver ces enjeux-là abordés en parallèle des négociations climatiques lors de Side Event. Dès la COP18, puisque l'OMS publie un rapport spécial et organise un side event lors de la COP donc sur cette question-là. Donc, ce rapport s'appelle Health and Climate Change et dans lequel il commence à faire état des risques que pourrait représenter le changement climatique pour la santé, avec déjà un certain nombre d'estimations du nombre de décès ou une visibilité un peu plus claire aussi sur les maladies qui pourraient résulter ou être aggravées par les effets du changement climatique. Et ensuite, on arrive donc à l'accord de Paris, la COP21, qui a été une date, entre guillemets, clé ou une date symbolique très importante pour la mise à l'agenda d'un certain nombre de sujets beaucoup plus humano-centrés. Donc, on a vu à l'accord de Paris, et ça a été également permis évidemment grâce à la mobilisation de la société civile et d'un certain nombre d'ONG qui ont organisé beaucoup de side events sur des sujets relatifs aux migrations, donc le déplacement forcé de population, la question du changement climatique et de ses impacts sur l'égalité homme-femme, les inégalités de genre, les inégalités ethniques, la question des trapped people, donc les personnes les plus vulnérables, les personnes qui sont entre guillemets séquestrées ou bloquées, qui ne sont pas en mesure de se déplacer pour fuir une catastrophe naturelle. Donc on pense aux personnes âgées, aux enfants, aux femmes dans certains pays. Et donc parmi ces side events qui ont été traités comme je le disais, et par des organisations non gouvernementales, mais aussi par des organisations internationales, c'est le cas de l'OIM ou du HCR, la question de la santé a été abordée. Donc, il y a eu des déclarations publiques qui ont été faites également, ce qui a alors ça n'a pas une valeur juridique très forte, mais en tout cas, ça envoie un vrai symbole aussi. C'est une déclaration qui a une force symbolique. Donc, Margaret Chan, qui est directeur général de l'Organisation mondiale de la santé lors de la COP21, donc a déclaré « Une planète et des gens en bonne santé sont les deux faces de la même médaille ».
Donc, il y avait également une coalition internationale de professionnels de santé qui a adopté, donc, qui a appelé à l'adoption d'un accord ambitieux sur le climat, avec donc la reconnaissance d'un droit à la santé qui figurerait au préambule de l'accord de Paris. Donc, malgré une avancée conséquente des connaissances scientifiques sur le lien entre santé et changement climatique, on trouve très peu de mentions relatives à la santé dans l'accord de Paris. Donc, on trouve une référence donc, dans le droit de la santé à l'alinéa 11 du préambule de l'accord de Paris. Et donc, Christelle Cournil, qui est juriste et qui a travaillé sur le lien entre santé, environnement et régime climat, explique que ce lien, donc cette référence au droit de la santé est essentiellement symbolique. Elle permet d'inscrire la dimension sanitaire dans la lutte climatique, mais elle ne consacre pas véritablement de droit spécifique. Elle permet de constituer une forme de base légale, donc sur laquelle un certain nombre d'associations ou de particuliers vont pouvoir s'appuyer aussi pour demander à leurs États qui ont signé l'accord de Paris de respecter aussi ou de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger ce droit à la santé qui est reconnu, enfin ce droit de la santé, pardon, qui est reconnu dans la ligne 11 du préambule de l'accord, mais on est encore sur quelque chose d'assez timide. Alors, une autre voie, un autre prisme qui pourrait être utilisé pour rehausser ou en tout cas revaloriser la question de la santé dans l'accord de Paris, ce serait utiliser donc l'article 4, paragraphe 2 de l'accord de Paris, qui dispose que chaque partie établit, communique et actualise des contributions déterminées au niveau national successifs qu'elle prévoit de réaliser. Donc, ce sont les fameux rapports nationaux, les INDC. Donc, inscrire aussi parmi les mesures d'adaptation des États la question de la santé. Donc, relier la question de la santé aux mesures, aux politiques publiques en termes d'adaptation. Donc, je pense que Roxane reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Pour conclure là-dessus, donc malgré une timide avancée de l'inscription de cet enjeu aux discussions, aux accords de soft law et aux accords du régime climat, on trouve toutefois en parallèle des négociations climatiques depuis un certain nombre d'années maintenant, une mention quasi obligatoire de la question de la santé. Donc la question de la santé est régulièrement abordée, elle est abordée aussi de manière transverse. Et pour rebondir sur ce qui a été précédemment dit dans le cadre du Covid-19, on observe aussi un certain nombre d'organisations internationales qui se positionnent sur le sujet. Alors l'OMS, évidemment, on a vu que l'OMS a été très présent ces derniers mois pour traiter des problématiques de la santé, mais là encore, avec une approche environnementale qui a été complètement évacuée ou qui a été en tout cas très peu amenée en haut de l'agenda. Il y a encore une fois un gros travail aussi de communication à faire de la part de l'organisation internationale, mais aussi de choix politiques. C'est un choix politique de parler d'environnement, de parler de déforestation, de parler de destruction des habitats naturels des animaux, de parler de trafic illégal des espèces aussi. Donc peut-être que l'OMS a encore vraisemblablement du chemin à faire là-dessus. Par contre, on observe que d'autres organisations internationales, c'est le cas de l'OIM par exemple, donc l'Organisation internationale des migrations, commence à développer un discours aussi sur le lien entre santé, changement climatique et impact sur les migrations. Donc peut-être que dans le futur, on observera aussi un positionnement sur, ou en tout cas la mise à l'agenda dans des discussions peut-être davantage relatives à la gouvernance internationale des migrations et des réfugiés, mais peut-être qu'on verra aussi des questions de santé arriver, puisque c'est aussi possible que dans le futur, la mobilité forcée liée aux effets du changement climatique et de la destruction de l'environnement amène des populations à se déplacer aussi pour fuir de nouvelles formes de maladies. Donc là, on parle évidemment de mobilité qui serait vécue par des personnes de milieux sociaux et économiques pauvres, mais la question de la pollution de l'air révèle aussi qu'on observe des mobilités entre de personnes riches qui iraient se faire soigner dans d'autres pays que leur pays d'origine pour disposer aussi d'un système de santé plus performant. Donc voilà, cette question du triptyque santé, environnement, climat, elle commence à se dessiner véritablement dans les négociations climatiques, mais pas que. Et donc, ce sera aussi intéressant de voir, donc dans la dernière partie, comment est-ce qu'elle est abordée dans certaines démarches contentieuses, notamment dans tous les cas de recours contre la pollution de l'air. Et cette fois-ci, c'est bien, je laisse bien la main à Roxane. C'est parfait. Merci beaucoup, Marine. Oui, du coup, maintenant, on va pouvoir aborder le rôle du juge pour garantir la protection effective de nos droits fondamentaux à la santé et à la protection de l'environnement. Et tout d'abord, on peut évoquer cela par rapport aux contentieux liés au travail.
En réalité, les conséquences du changement climatique vont pouvoir être ressenties en fait, dans le contexte spécifique du travail. Et dans ce contexte-là, il faut rappeler l'obligation générale de sécurité de l'employeur envers ses salariés. Cette obligation générale est une obligation de résultat qui implique non seulement l'obligation de diminuer les risques auxquels les salariés sont exposés, mais aussi l'obligation de prévenir et d'empêcher la survenance du risque. Et donc, si on exporte cette obligation-là aux risques sanitaires et aux risques liés au changement climatique, ben, ça peut donner lieu à des contentieux. Après, pour l'instant, il n'y a pas eu véritablement de contentieux par rapport à, par exemple, la multiplication de canicules ou à des choses comme ça qui peuvent être ressenties dans un contexte lié au travail. Mais, par exemple, dans le cadre des risques liés à l'amiante, en 2010, la Cour de cassation va admettre la réparation du préjudice d'anxiété lié justement au fait d'être exposé à l'amiante. Et donc, ce préjudice d'anxiété pourrait très bien être mobilisé dans le cadre en fait, des effets, des conséquences du réchauffement climatique dans un contexte donc, lié au travail. Outre la responsabilité de l'employeur, on peut aussi évoquer la responsabilité de l'État. C'est en effet un des grands combats de l'association Notre Affaire à tous, qui est de faire reconnaître la responsabilité de l'État pour l'inaction contre le changement climatique. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de manières en fait, de faire reconnaître la responsabilité de l'État. Donc, Notre Affaire à tous a saisi les juridictions administratives. Mais il y a aussi un contentieux important qui se fait devant la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, donc, cette Cour a une lecture assez ambitieuse de la Convention, une lecture que l'on dit environnementaliste, hein, c'est-à-dire qu'en fait, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y a aucune mention de l'environnement, enfin de l'environnement et du changement climatique, mais elle va se fonder sur nos droits fondamentaux, donc le droit fondamental à la vie, qui est déduit de l'article 2, le droit fondamental à la vie privée et familiale, qui est présent à l'article 8 de la Convention. Et donc, sur ces droits fondamentaux-là, elle va pouvoir sanctionner des États lorsque ils ne protègent pas suffisamment donc, les impacts de l'environnement par rapport à notre santé et à notre bien-être ou à la jouissance, par exemple, du domicile. Donc, je ne vais pas forcément détailler toutes les jurisprudences sur la question. Si vous êtes intéressé, on va très certainement publier un article sur ce sujet-là. Mais du coup, je vais plutôt aussi insister sur le fait qu'en fait, l'article 2 et l'article 8, justement, qui sont donc des droits fondamentaux consacrés par la Cour européenne des droits de l'homme, vont être utilisés aussi dans les contentieux climatiques qui sont donc très fréquents actuellement dans l'Union européenne, mais dans le monde aussi, donc qui visent à mettre en cause la responsabilité de l'État pour une action contre le changement climatique. Donc, outre le rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, il y a aussi des contentieux internes, mais qui mobilisent en fait l'argumentaire, enfin des fondements qui sont présents dans la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, l'affaire Urgenda, qui donc a terminé donc, par un succès devant la Cour suprême des Pays-Bas. Dans cette affaire-là, la Cour a justement déduit de l'article 2 et de l'article 8 l'existence d'un devoir de protection des citoyens contre les causes et les conséquences du changement climatique. Donc, c'est là où en fait on retrouve ce lien, comme disait Marine, entre santé, environnement et changement climatique, puisqu'elle se fonde sur le droit à la vie, sur le droit à être en bonne santé, à avoir une bonne qualité de vie aussi, pour déduire en fait l'inaction de l'État contre le changement climatique, parce qu'il y aurait donc dans ces cas-là une atteinte à notre droit à la vie. Et plus récemment, justement, ce lien entre changement climatique, santé et environnement se retrouve aussi dans la requête qu'a déposée l'association ClimatSac en Belgique. Et dans sa requête, en fait, on voit l'omniprésence du terme santé.
Donc, c'est une requête aussi en responsabilité étatique contre l'inaction, contre le changement climatique. Et dans sa requête, les requérants évoquent l'atteinte à leur santé, à leur bien-être, du fait justement de la propagation de nouvelles maladies tropicales, de vagues de chaleur, de stress psychique et émotionnel liés au changement climatique. Et donc, dans cette requête, ils insistent véritablement sur l'impact du changement climatique sur le droit à la santé. Et se fondent aussi sur des articles issus de la Convention européenne des droits de l'homme. Maintenant, je vais laisser Marine plus détailler sur les contentieux liés à la qualité de l'air et les contentieux climatiques, même si je l'ai un peu abordé, mais elle pourra plus développer sur l'affaire du siècle, puisque je pense que tu connais un peu mieux tout ça que moi. Voilà. Voilà. Donc peut-être pour conclure sur donc la question de l'affaire du sexe, s'il y a des questions plus spécifiques, parce que tu en as déjà bien parlé, Roxane. Moi, je voulais peut-être parler un peu plus de la question de la pollution de l'air, puisque c'est un sujet assez émergent. On voit un certain nombre de recours qui se sont développés ces dernières années, portés ou bien par des cabinets d'avocats ou bien par des associations, comme c'est le cas de Greenpeace qui a déposé un recours dernièrement avec une association de parents d'élèves à Lyon. Pour lutter donc contre la pollution de l'air près des écoles. Donc, il faut savoir que c'est un contentieux assez complexe pour le moment. La technique que l'on observe menée par des juristes, c'est celle de déposer des référés, donc 48 heures avant le pic de la pollution de l'air. Donc, ça implique une certaine gymnastique, hein, donc de visionner aussi des relevés météo pour savoir, pas météo, pardon, mais voilà, des relevés pour savoir à peu près quand vont arriver les pics de pollution, pour ensuite déposer un référé pour demander au juge de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser ce pic de pollution. Donc, il reste encore très difficile, évidemment, de lier toutes les causalités liées de pointer une causalité unique pour la question de la pollution de l'air. Et donc, ça rend aussi, évidemment, le champ du contentieux beaucoup plus complexe. On retrouve un peu des parallélismes avec l'affaire du siècle, hein, notamment sur la question de la causalité. On sait que c'est ce qui pose aussi aujourd'hui un certain nombre de problèmes dans les contentieux climatiques, c'est-à-dire comment imputer à un acteur la totalité d'un phénomène. Donc, comment imputer à une entreprise une pollution, comment attribuer à un État la production de CO2. Voilà, donc c'est cette question de la responsabilité diluée, on la retrouve aussi dans les contentieux pollution de l'air. Donc, on a vu un certain nombre de contentieux naître. Un récent, peut-être que vous pouvez regarder, c'est celui déposé par l'association Respire, qui se base sur le droit à la vie, donc qui a été déposé en plein moment du Covid, au mois de mars, en plein moment du confinement. L'association Respire a demandé à voir reconnaître la carence de l'État à réglementer les épandages générateurs d'ammoniac qui pourraient créer une pollution atmosphérique susceptible d'aggraver l'épidémie de coronavirus. Donc, ça va être un champ d'exploration pour la recherche aussi très intéressant dans les années à venir. C'est est-ce qu'il y a un lien déjà entre la pollution de l'air et la facilité pour un virus de se propager. C'est, je crois, mais peut-être que Gwenaëlle pourra me compléter là-dessus, je crois que c'est un laboratoire en Italie du Nord qui a fait une recherche en observant, sur la base d'hypothèses, avec une intuition que le coronavirus se développait plus facilement dans des villes industrielles avec un fort taux de pollution de l'air que dans des zones de campagne. Et donc, je crois que c'est en Lombardie où un labo de recherche a été missionné pour faire une enquête là-dessus. Et donc, l'association Respire en France s'est un peu inspirée aussi de cette naissance d'un lien de causalité entre émission de CO2 et propagation du virus, en demandant donc à l'État de faire tout ce qu'il était en son pouvoir pour mieux réguler l'épandage d'ammoniac pour ainsi réduire les risques de propagation du coronavirus. Donc finalement, ils ont perdu. Je vous invite à lire la décision. Si certains sont intéressés, on pourra la joindre en lien. Mais en tout cas, voilà, ces contentieux-là sont en pleine émergence et donc ça rend
je pense que ce sera aussi très intéressant de suivre ces questions-là par la suite. Ensuite, il y a d'autres types de problèmes qui se posent évidemment quand on parle des contentieux de la pollution de l'air, c'est la question des seuils. Aujourd'hui, on a un certain nombre d'associations de protection de l'environnement qui interrogent la pertinence des seuils, puisqu'on a des seuils européens qui sont beaucoup moins élevés qu'aux États-Unis, par exemple, ou qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, qui sont pourtant aussi des États avec un taux d'émission particulièrement élevé. Donc peut-être revoir aussi les seuils de tolérance, entre guillemets, sur la qualité de l'air. Et donc ensuite, évidemment, poursuivre aussi toute la recherche qui peut être faite sur la question du préjudice, donc un préjudice d'anxiété, reprendre peut-être ce qui a été fait avec, donc dans les affaires, les contentieux liés à l'amiante, le préjudice d'anxiété, l'utiliser aussi dans le cas de la pollution de l'air. Donc le fait de vivre à côté d'une sortie ou d'une entrée d'autoroute, le fait de vivre à côté d'un sas avec beaucoup d'entreprises industrielles polluantes pourrait faire naître aussi une forme d'anxiété à l'idée d'être potentiellement pollué ou de tomber malade à cause de cette pollution. Et donc, ce sont aussi des moyens qu'on va essayer d'amener devant le juge. Donc, je vous ai dans la slide ici, vous trouverez un certain nombre de décisions qui vont un peu plus loin sur la question de la pollution de l'air. Et donc, pour conclure, on observe un champ naissant, un vrai triptyque de pensée entre santé, climat, environnement, qui se doit d'être évidemment développé dans les années à venir, donc avec une émergence aussi du contentieux là-dessus. Et donc, c'est comme pour l'affaire du siècle, ce travail-là. La démarche contentieuse, elle s'appuie aussi sur un travail de plaidoyer. Donc, on a vu un certain nombre de maires aussi aux élections municipales qui ont fait un vrai plaidoyer pour réduire ou supprimer des projets industriels et polluants. Donc, au sein de notre affaire à tous, le projet super local a beaucoup appuyé là-dessus aussi, c'est-à-dire que ce n'est pas nécessaire, entre guillemets, d'aller à la voie contentieuse si d'ores et déjà on a au préalable des projets industriels et polluants qui ne naissent pas. Donc c'est toujours pareil, la voie contentieuse, elle vient aussi résoudre un problème là où des autorisations, des permis de construire ont été autorisés par l'administration, par les préfectures. Donc il y a c'est un ensemble global, c'est-à-dire que la pollution de l'air et la question de la santé, elle ne se consacrent pas qu'au droit, entre guillemets, enfin, elles ne peuvent pas être consacrées et avancées que par le droit, elles doivent être aussi avancées par la démarche politique, par la démarche de plaidoyer, par la démarche de la sensibilisation et de la mobilisation au sein de la société civile. Et je m'arrête là-dessus si l'une de vous souhaite faire peut-être un propos de conclusion. Bien, je crois que donc on arrête ici. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran et on va pouvoir passer aux questions. Oui, moi je voulais peut-être dire juste rapidement qu'on voit qu'il y a vraiment beaucoup de liens entre l'environnement santé et maintenant climat, et que finalement il y a beaucoup d'outils qui ont été construits un peu séparément. Et dans ce monde globalisé, on s'aperçoit aussi qu'il y a beaucoup de relations entre les choses qui sont construites de façon séparée, et que maintenant on a besoin de voir ça d'un point de vue global. Mais aussi, sans reprendre les écueils finalement trop de la mondialisation non plus, de les adapter vraiment à un niveau local pour que les solutions soient adaptées localement à chaque écosystème. Du coup, si vous voulez, je peux enchaîner sur les quelques questions qui ont été posées depuis le début. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, on les prendra. Du coup, je peux commencer. On avait des questions un petit peu juridiques, en tout cas au début. Il y en avait une qui était « Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en tant qu'organe politique, en dehors de ses procédures spéciales, aborde-t-il la question climatique dans le cadre de ses travaux? Sa position est-elle claire? Et s'agissant des procédures spéciales, plusieurs rapports importants ont été établis, donc Knox, Boyd, Alston. Qu'en pensez-vous de ces travaux et sont-ils repris dans le cadre d'autres organisations internationales?
Alors, sur le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies, oui, il y a un gros travail de plaidoyer qui a été effectué depuis 2016-2017, qui était notamment mandaté par John Knox, donc l'ancien rapporteur. Maintenant, vous avez un certain nombre de décisions, dont une décision qui est tombée il y a 1 mois maintenant, 2 mois, pour un ressortissant. Je cherche la décision et je vous la mets dans le chat sur Zoom, comme ça vous pourrez la consulter, puisqu'il y a, donc, il y a une forme de positionnement naissant aussi de cet organe onusien sur le lien entre changement climatique et non-refoulement. Donc, le fait de ne pas renvoyer dans son pays une personne qui pourrait subir un préjudice lié au changement climatique qui soit, entre guillemets, contraire à la jouissance de ses droits fondamentaux et des droits humains. Je vous recherche la décision. Sur la deuxième partie de votre question, je ne sais pas répondre, donc peut-être que Roxane ou Gwenaëlle sauront. Non. Non plus, du coup? Ok. Mais on pourra faire des recherches et peut-être Non, moi, que... je suis désolée. Pas de souci. Sinon, il y avait une autre question qui était pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la relation entre catastrophe naturelle, santé et l'alinéa 11 du préambule de l'accord de Paris? Pardon. Alors, oui, ça, c'est une question pour moi. Excusez-moi, Clotilde, est-ce que tu peux répéter, chercher la décision en même temps donc, Oui, il y a d'ailleurs la décision de l'association Respire. Non, la décision du Conseil des Nations Unies des droits de l'homme. Okay. Je le fais après. Est-ce que tu peux juste répéter? Oui, je répète. Pouvez-vous, s'il vous plaît, revenir sur la relation entre catastrophe naturelle, santé et l'alinéa 11 du préambule de l'accord de Paris? Oui, alors l'alinéa 11 du préambule de l'accord de Paris et revient sur le droit de la santé, mais je ne crois pas qu'il fasse mention de... je regarde en même temps que je vous parle, mais je ne pense pas que la question des catastrophes naturelles est présente. Attendez, je suis obligée de réouvrir. C'est pareil, hein, je regarde et je vous réponds après. Merci. Et du coup, aussi, sur quelque chose d'autre à regarder, il y a quelqu'un qui nous demande la décision de justice liée à l'association Respire, enfin l'action de l'association Respire. Et sur ce sujet, une question d'ailleurs, qu'est-ce qui aurait péché pour que la décision ne soit pas favorable à l'association Respire? C'est encore moi qui dois répondre. Si tu ne réponds pas, c'est que je... Ouais, ok. Écoutez, je prends toutes les questions, j'y réponds une par une, je fais des recherches en même temps. Pour la question sur l'association Respire, j'aimerais bien comprendre ce que vous entendez par qu'est-ce qui a péché, parce que, du coup, pour moi, ce qui pose problème, c'est la question de la responsabilité. J'attends de voir si la personne qui a posé la question donne plus d'informations. Ok. Tu voulais aussi la décision, Clotilde? Enfin, il y a une question sur la décision. Oui, ça, si on peut l'envoyer à tout le monde, ce serait pas mal. Je la recherche. Du coup, je regarde s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas pour l'instant. Du coup, n'hésitez pas. On a encore un petit peu de temps. C'était donné jusqu'à 19h30 à peu près. Donc, n'hésitez pas surtout. Ah, du coup, il y a une autre question. Oui, donc ça, c'est un complément à la question sur Respire. Qu'est-ce qui aurait péché pour que la décision ne soit pas favorable à l'association Respire? C'est l'argumentaire, c'est la part d'innovation dans la démarche que le juge n'aurait pas suivie. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Pour ça, je vous invite plutôt à lire peut-être les commentaires de décision. Ça peut être peut-être plus éclairant. Je regarde, je crois qu'il y a eu un commentaire de la décision Respire. Alors, je viens de vérifier, hein, il n'est pas mention des catastrophes naturelles dans l'alinéa 11. Ok, merci pour cette précision. Et je vous renvoie à l'article d'Arnaud Gossman sur la décision Respire.
Je le mets dans le chat sur Zoom. Voilà. Super. Merci pour ce compliment. Je prends le lien et je mets aussi sur Facebook pour les personnes qui nous suivent sur Facebook. Voilà. Hop. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Alors du coup, on m'a mis le doute, donc je suis en train de reprendre, de faire une recherche dans l'accord de Paris s'il y a une mention relative aux catastrophes naturelles, mais je ne pense pas. Je vous dis ça tout de suite. Donc non, il n'y a pas de mention de catastrophe naturelle. Donc là, si vous voulez, voilà, c'est ça qui est intéressant. Enfin, donc, on peut faire un lien avec la question du droit de la santé qui est prévu dans la ligne 11 du préambule. Toutefois, la question des catastrophes naturelles va être traitée de façon intégrée dans la partie adaptation. En fait, il faut savoir que dans le régime climat, tout ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre se traite dans les articles relatifs, les dispositions relatives à l'atténuation, et tout ce qui touche l'adaptation s'incarne dans les articles relatifs à l'adaptation cette fois-ci. Et donc la question des catastrophes naturelles, elle est très souvent traitée sous le volet de l'adaptation, ce qui peut être aussi une limite, hein, et donc c'est la raison pour laquelle depuis 2013, on a observé un lobby interne aux négociations climatiques pour avoir l'intégration d'un nouveau pilier qu'on appellerait le pilier du loss and damage, donc des pertes et des préjudices, plus communément appelé sur le mécanisme de Varsovie, pour avoir aussi toute une réflexion sur qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a mis tout en place pour l'adaptation, entre guillemets, mais qu'on se retrouve quand même avec des préjudices, avec des pertes qui ne peuvent pas être réparées. Donc, il y a toute une réflexion aussi sur la compensation, sur la réparation qui a été menée. Le mécanisme de Varsovie, vous retrouvez un certain nombre de dispositions dans l'accord de Paris. Il faut savoir que ce sont des dispositions qui sont vraiment très, très soft, entre guillemets, et que depuis 2015, le fonds qui devait être le fonds du loss and damage, qui fait partie du fonds vert pour le climat, est un fonds, c'est un squelette institutionnel et il n'existe pas, il n'a pas d'existence propre en tant que tel. Donc, toute la réflexion qui aurait pu être menée aussi sur les catastrophes naturelles, elle a été évacuée, à mon sens, c'est ma lecture des choses, du fait de l'absence d'institutionnalisation d'un tel mécanisme. Voilà, si ça peut répondre davantage à votre question. Donc, il y avait ça, il y avait l'accord de Paris, et il y avait une autre question après, je crois. Je ne sais plus, Clotilde. En fait, moi, du coup, j'aurais une question pour vous. Ouais. Dans cette réflexion, dans ce que ça change de nos représentations, de l'émergence de maladies comme ça qui proviennent des animaux et qui ont un tel impact, en fait, un certain nombre de scientifiques, de chercheurs, de philosophes re-questionnent le lien entre humain et non humain, notamment Philippe Descola et des gens comme ça. Et du coup, je me demandais, est-ce que on commence à voir, je sais pas, des initiatives dans le droit là-dessus, ou comment on pourrait s'emparer de cette question vis-à-vis du droit, parce qu'on aura toujours la question de qui s'empare de l'identité des non-humains, parce qu'évidemment, ils ne pourront jamais le faire directement. Et donc, ça repose encore voilà, différentes questions. Donc, je voulais savoir si, enfin, je ne sais pas si vous connaissez cette problématique, mais est-ce que voilà, est-ce que c'est dans les discussions? Oui, bah, tout à fait. Je ne sais pas si tu veux répondre, Marine. Vas-y, Rox, vas-y. Mais c'est un plaidoyer qu'on porte chez notre affaire à tous. C'est la volonté en fait de faire reconnaître des droits à la nature, justement pour nous, comment dire, refaire naître ce lien entre les êtres humains et les êtres non humains. Donc, il y a, enfin, je ne sais pas si c'était ça la question, mais je vois tout à fait le lien en fait avec ce qu'on peut avoir en droit. Et en fait, l'enjeu, c'est notamment un plaidoyer qui est porté par Valérie Cabanès au niveau international. C'est de donner des droits à la nature, donc aux fleuves, aux rivières, aux forêts. Et donc, ça a été fait par certains juges au niveau international, notamment en Amérique latine, aussi en Inde, en Nouvelle-Zélande. Et donc, ça permettrait justement voilà, de
de faire face aux limites en fait du système juridique actuel qui est anthropocentré, c'est-à-dire que en fait le droit est centré sur l'être humain et que en fait on ne prend pas en compte, on n'intègre pas l'environnement, sauf si en fait la protection de l'environnement a un impact sur l'homme et du coup dans ces cas-là ça nous intéresse. Voilà. En fait c'est une autre façon de concevoir le droit et c'est pour ça que c'est un plaidoyer qui est assez délicat à mener parce que ça remet en cause en fait le système juridique dans sa globalité parce que à l'origine le droit c'était régir les relations entre les êtres humains, point barre, et du coup maintenant en fait on intègre des éléments naturels et c'est pour ça que c'est aussi très intéressant et donc après si ça t'intéresse il y a les livres de Valérie Cabanès qui sont assez je trouve abordables pour des non-juristes aussi qui justement font le lien entre tout ça. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Marine. Non, c'est une très bonne explication. C'est intéressant parce que c'est un mouvement qui est à la fois, qui procède aussi plutôt de la philosophie de l'environnement et de l'écologie, la philosophie de l'écologie et qui est venu rencontrer un peu le domaine du droit. Donc maintenant, on a aujourd'hui des juristes qui essaient de travailler véritablement à la construction d'un autre type de cadre de droit de façon très concrète et ça pose évidemment beaucoup de questions très techniques. Après, une autre école de juristes pense aussi qu'avec les outils du droit dont on dispose aujourd'hui, on pourrait arriver à mieux protéger la biodiversité, à mieux protéger les espèces animales. Donc, en allant plus loin, par exemple, sur la question de la réparation, en mettant donc en place aussi un arsenal institutionnel, juridictionnel plus fort pour pénaliser la criminalité environnementale, aller plus loin aussi dans les amendes, ou en tout cas réévaluer les amendes sur le fondement qui sont reliées au préjudice écologique. Donc, voilà, c'est des réflexions qui sont en cours et là-dessus, l'IUCN fait un travail de plaidoyer aussi très, très intéressant. Chez Notre Affaire à tous, on travaille beaucoup avec Maître Mabille, Sébastien Mabille, qui a gagné récemment justement un procès à Toulouse donc contre des braconniers qui avaient braconné des espèces animales d'oiseaux protégés dans le parc des Calanques de Marseille. Et donc, il a gagné sur le fondement du préjudice écologique. Et donc, il fait un gros travail aussi sur la question de la réparation à l'IUCN. Donc, ça peut être intéressant peut-être pour compléter ces échanges-là. Mais oui, il y a de toute façon deux écoles de pensée. Mais c'est assez souvent comme ça dans le droit. C'est comment dire, utiliser ce qui existe dans le droit actuel et aller plus loin comme on peut en le changeant, en l'amendant à la marge et puis opérer une vraie rupture avec le droit existant. Et donc, c'est le courant aussi des droits de la nature de penser de cette façon. Merci pour toutes ces questions intéressantes. Je ne vois plus d'autres questions. Je ne sais pas si entre vous en avez ou pas. Sinon, il y avait... Oui, alors si, on me demande si on pourra utiliser les diaporamas qui ont été relayés ce soir. Je sais que du côté de Notre Affaire à tous, ce n'est pas un problème. Je ne sais pas de ton côté, Gwenaëlle, si c'est possible. Oui, il n'y a pas de problème. Je vous enverrai un lien je le mettrai en PDF et puis après, super. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et du coup, nous, une fois qu'on aura tous ces liens et également le replay un peu de ce webinaire, on mettra tout sur l'événement Facebook qui faisait la promotion de ce webinaire et vous aurez tout à votre disposition. Moi, j'ai une dernière question, je crois, pour Gwenaëlle. Je me demande typiquement, dans le cas d'un contentieux, si on avait un contentieux qui était porté par une association contre la déforestation ou contre... Bon, je prends la déforestation parce que c'est palpable, ou contre la destruction d'habitats naturels, etc., permis par des autorisations préfectorales, par exemple. Comment est-ce que, en tant que chercheuse, vous vous positionnez par rapport à ça? Est-ce que vous pouvez être amenée à déposer une contribution volontaire dans un recours? Est-ce que l'INRAE, du coup, peut lui-même aussi se positionner? Enfin, est-ce qu'il y a une... Voilà. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi là-dessus? Je sais que c'est un sujet qu'on abordait aussi régulièrement avec des climatologues qui ont travaillé dans le cadre de l'affaire du siècle
aussi en apportant soit le fruit de leur recherche personnelle, soit le fruit de recherches collectives menées par leur labo. Et donc voilà, est-ce qu'à l'INRAE, c'est aussi une discussion que vous avez? Alors, je dois dire que là-dessus, précisément, je ne saurais pas forcément très bien te répondre. Ce que je sais, c'est que en tant que scientifique, on peut intervenir en tant qu'expert. Donc, vous pouvez nous mobiliser en disant, bah voilà, nous, on sait ça. Et l'INRAE mobilise ses experts à différentes occasions. Après, je ne sais pas forcément s'ils construisent quelque chose voilà, pour avoir plus d'impact dans ce domaine. C'est pas forcément évident qu'ils font ça. Mais en tout cas, INRAE cherche à avoir vraiment des liens avec différents organismes de la société civile à différents niveaux. Donc, voilà. Après, je ne saurais pas forcément dire du point de vue INRAE en général, mais en tout cas, du point de vue d'intervenir en tant qu'expert scientifique, pour démontrer que voilà, on a ces connaissances-là, on connaît les relations de cause à effet entre certains événements ou pas, quelles sont les certitudes, les incertitudes, les domaines qu'on peut explorer encore. Ça, je pense qu'on peut mobiliser les scientifiques là-dessus. Ok. J'entendais justement le directeur de l'ENM dans une conférence organisée cette année à la Cour de cassation sur justement l'évolution en fait du droit par rapport au changement climatique, tout ça. Et il disait que ils ont de plus en plus besoin en fait de l'expertise des scientifiques pour établir ce lien de causalité entre des impacts qu'on peut voir voilà, ici et en fait la cause en fait, de ces impacts est assez diffuse et délicate à établir. Mais du coup, c'est vrai que dans le contentieux, comme tu disais Marine, le regard et l'avis des scientifiques est de plus en plus important. En fait, tous les contentieux liés à la qualité de l'air, au changement climatique, je pense que c'est un lien entre les juristes et les scientifiques qui va être de plus en plus fréquent. Donc ce type de webinaire va être mise en place plus souvent. Et des scientifiques neutres, pour le coup, ou en tout cas payés aussi par de l'argent public. Hein. C'est parce qu'il y a quand même cette question-là qui se pose aussi. Où est-ce que le juge va chercher l'information? Où est-ce qu'il va chercher voilà, la donnée, la source? Qui est-ce qu'il consulte? Et là, il y a une question d'intégrité, la neutralité du chercheur qui se pose et qui est vraiment très, très importante, quoi. Oui, et je pourrais ajouter quand même que INRAE, là, en se reconstruisant, enfin, c'est l'issue de la fusion de l'INRA et de l'IRSTEA, pour ceux qui ne savent pas, qui étaient deux organismes qui faisaient de la recherche dans l'agriculture, alimentation et environnement. Donc là, c'est le nouveau triptyque de INRAE. En fait, ils s'organisent maintenant avec une direction d'appui et d'expertise aux politiques publiques. Et donc, au sein de cette direction, ils ont la volonté d'apporter une expertise particulière pour les politiques publiques, qui soit effectivement indépendante et appuyée sur les connaissances. Et donc, ils ont cette volonté on a cette volonté encore plus appuyée de sortir de notre cadre stricto sensu scientifique pour essayer d'avoir de l'impact et de faire évoluer les choses, tout en restant indépendant et, et en s'appuyant sur les connaissances scientifiques. Mais merci pour tout ça. Je ne vois plus de questions. Si jamais les personnes qui nous ont suivis ont des questions plus tard ou ceux qui nous regarderont en replay ont des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, un message et on transmettra aux intervenantes avec plaisir. Et merci à toutes les trois d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir répondu positivement à notre demande. Merci beaucoup. Merci Gwenaëlle. Merci pour l'invitation et je dois dire que je suis très impressionnée par votre travail et puis la connaissance que vous avez de tout ça, surtout en plus quand on est extérieur, c'est impressionnant. Et je veux dire que dans ces temps où finalement on est face à beaucoup de difficultés, face à beaucoup de changements, d'incertitudes, je trouve qu'on a aussi tout un pan de la société qui s'implique, qui a des initiatives et finalement c'est aussi très rempli d'opportunités, de choses positives
pour faire bouger les lignes. Et donc, je pense qu'il faut aussi garder ça en soi et pas, et pas désespérer sur tout ce qui nous arrive. Le changement est possible. Ouais. Merci en tout cas. Merci pour cette note positive. Juste pour finir, une petite pensée à Emma qui a fait ce travail avec nous et qui ne pouvait pas être là aujourd'hui pour des raisons professionnelles. Donc voilà, qui a fait un super boulot. Donc merci à elle aussi. Plein de pensées. Merci Emma. Merci et bonne soirée tout le monde. Bonne soirée. Au revoir.